Les Européens ont tendance à s'imaginer à l'abri de grandes catastrophes naturelles. Grâce à sa géographie et sa géologie, le continent n'a pas connu les drames qui ont endeuillé et ravagé le reste de la planète. Pourtant, l'histoire nous apprend que l'insouciance n'est pas de mise. À l'été 1783, l'Europe a été victime d'une catastrophe qui a fait des milliers de morts. Elle n'a rien vu venir et n'a rien pu faire. Cette tragédie a transformé des hommes ordinaires en héros, tandis que les scientifiques étaient déconcertés par les scènes terribles dont ils étaient témoins. Cette année-là, ils ont assisté à l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire européenne. Ce drame n'a pas été causé par des inondations, ni par des tempêtes ou des incendies. À l'été 1783, tout a commencé par le violent réveil d'un volcan islandais. Cette éruption elle-même est bien connue de la communauté scientifique, car c'est l'une des plus massives depuis un millénaire. Et pourtant, ces terribles conséquences semblent avoir été oubliées. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce qui s'est passé cette année-là en Europe et sur le sort des victimes de cette catastrophe naturelle. Dimanche 8 juin 1783. Le roi George III vient de perdre la guerre d'indépendance face aux colonies américaines. En Écosse, James Watt met la touche finale à son moteur à vapeur. Et en France, les frères Montgolfier célèbrent leur premier vol en ballon. Dans le Hampshire, en Angleterre, le pasteur et naturaliste Gilbert White tient son journal. Les tulipes ont fané. Le chèvrefeuille est toujours splendide, tout comme mes encolis. J'ai attaché certaines tiges avec des cordelettes. Considéré comme le père de l'écologie en Grande-Bretagne, Gilbert White décrit méticuleusement l'évolution de son jardin depuis une quinzaine d'années. Il est loin de se douter qu'à plus de 1500 km au nord, un événement terrible est sur le point de se produire et qu'il va avoir un impact dramatique sur sa vie et celle de ses compatriotes. En Islande, la tranquillité de cette matinée de printemps vole soudain en éclats. À 9 h du matin, commence l'une des plus grosses éruptions volcaniques de l'histoire moderne. L'Islande est située sur la dorsale médio-atlantique, là où deux plaques tectoniques s'écartent l'une de l'autre, ce qui en fait une zone de forte activité volcanique. L'une des dernières grosses éruptions a eu lieu en 1973 sur l'île de Heimaey. Une nouvelle cheminée est apparue sur le flanc nord-ouest du volcan Eldfell, pourtant endormi depuis longtemps. Désormais, une coulée de lave avance droit sur la ville en contrebas. De gros nuages de débris, de lave incandescente et de cendres brûlantes sont projetés dans les airs au-dessus de la ville. Les vents violents emportent des cendres brûlantes vers les habitations évacuées, dont certaines seraient déjà en feu. À l'époque, Sigurður Björnsson a 30 ans. Je ne pense pas que les gens ont réalisé tout de suite la gravité de la situation. Je n'avais pas peur. Au contraire, je trouvais ça excitant. C'était nouveau. On n'avait jamais vu ça.
C'était comme une aventure. Près du port, les hommes sont clairement déterminés à protéger leur village et leur gagne-pain. Les opérations destinées à sauver ce qui peut encore l'être dans ces maisons se poursuivent. Sigurgeir doit choisir entre quitter l'île ou participer aux opérations. J'ai décidé de rester. On a constitué une petite équipe de sauvetage à plusieurs. Parfois, on devait s'interrompre à cause de la cendre et des pierres qui tombaient du ciel. On allait s'abriter en attendant que ça passe. Par moments, c'était un spectacle magnifique. Mais on n'avait pas le droit de dire ça parce qu'aux yeux des habitants, ce n'était pas quelque chose de beau. C'était horrible. Dans les moments les plus difficiles, on avait vraiment du mal à être optimiste. On voyait arriver des nuées de gaz noir qui engloutissaient les maisons, et puis les coulées de lave qui y mettaient le feu. C'était dur d'être optimiste. Je me disais que j'étais en train de rêver. C'était vraiment comme un rêve de voir du feu à l'endroit où il y avait autrefois des maisons et des prairies. En 1973, les hommes ont de bonnes connaissances en vulcanologie. Mais 2 siècles plus tôt, ce n'est pas encore le cas. À l'époque, l'éruption du Laki est la plus violente en Islande depuis un millénaire, et des millions de tonnes de lave en fusion s'échappent des entrailles de la Terre devant une population terrifiée qui pense voir s'ouvrir les portes de l'enfer. Tout commença avec un sursaut de la Terre. Dans un grand hurlement et le fracas du vent venu des profondeurs, la terre s'est dérobée sous nos pieds. Elle s'est ouverte comme si un animal déchaîné déchirait le sol. La scène est racontée par le pasteur local, Jon Steingrimsson, qui vivait tout près du volcan, et dont le journal décrit par le menu les épreuves endurées par les Islandais. Ensuite, de grands pans de roches ont été projetés incroyablement haut dans les airs, dans tous les sens, avec de grandes explosions, des jaillissements de feu et des jets de cailloux et de fumée. Quel spectacle effrayant que de voir les marques et les manifestations de la colère divine. Tout au long de l'éruption qui dure des mois, le pasteur est un guide moral pour la population, devenant l'un des plus grands héros nationaux. Aujourd'hui, le paysage islandais garde encore les cicatrices de cet événement terrifiant. Le professeur Thor Thordarson est l'un des plus grands spécialistes de l'éruption du Laki. Nous sommes actuellement sur la coulée de lave du Laki, à l'embouchure du Gort, le fleuve qu'elle a recouvert en juin 1783. Cette coulée de lave est le fruit d'une éruption qui a débuté le 8 juin 1783, pour s'achever le 7 février 1784. Cette éruption a produit un immense volume de lave. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer la gorge qui se trouve derrière nous. Aujourd'hui, elle mesure environ 50 mètres de profondeur, alors qu'à l'origine, elle en faisait une centaine. Elle s'est retrouvée pleine de lave. Quand elle avançait dans la gorge, elle déferlait à une telle vitesse qu'on aurait dit un torrent de lave. La lave jaillissait de la gorge en direction du sud.
et elle a envahi les plaines, au pied des montagnes que l'on voit devant nous. Au final, elle a recouvert 600 km². Au total, le Laki a libéré 15 km³ de lave, de quoi recouvrir Londres sous une épaisseur de 9 mètres. Le long des contreforts, il y avait plusieurs fermes, dont 2 ici. Et il y en a une qui est encore derrière les collines et une autre située vers le sud-est. Et plusieurs autres sur ce côté de la gorge. Quand la coulée de lave a déferlé ici, elle a englouti les champs en détruisant tout sur son passage. Et elle a recouvert les fermes. Tandis que les fermiers impuissants assistent à la destruction de leur gagne-pain, Jon Steingrimsson consigne tout dans son journal. Le raz-de-marée de feu coulait à la vitesse d'un fleuve gonflé par la fonte des glaces au printemps. Ce torrent charriait des grands pans de falaises et des rochers qui dégringolaient comme des baleines rouges, brûlantes et incandescentes. Ce que le pasteur décrit n'est pas une explosion volcanique classique, mais une éruption fissurale, un autre type de phénomène potentiellement plus dangereux. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel. Dans le cadre d'une éruption fissurale comme celle du Laki, le magma remonte en surface en plusieurs phases successives. Le magma surgit en plusieurs courts segments de 1 ou plusieurs kilomètres. Une fissure s'ouvre, il y a une éruption pendant un certain temps, puis elle se referme, et c'est un autre endroit qui prend le relais. C'est un peu comme si la Terre se déchirait progressivement en laissant échapper le magma. Aujourd'hui, on distingue encore le fossé creusé par le Laki, un gouffre impressionnant de 27 km de long sur 300 mètres de large. En 1783, l'éruption se poursuit sans faiblir, semaine après semaine, déversant un flot continu de lave qui dévaste tous les villages sur son passage. 1000 degrés, c'est bien sûr une chaleur très intense. N'oublions pas que nous cuisons la viande à environ 200 degrés. Donc 1000 degrés, c'est très chaud. Je crois que nous avons du mal à imaginer comment c'était ici, à l'époque de l'éruption. On devait entendre un bouillonnement permanent derrière les montagnes. C'était le bruit du magma qui remontait jusqu'à l'atmosphère. C'était comme un chaudron de lave qui bouillonnait jour et nuit avec une grande violence. Pour reconstituer le passé, Thor Thordarson peut se baser sur le témoignage de Jon Steingrimsson. Selon moi, c'est le premier volcanologue de l'histoire islandaise. C'était un vrai scientifique. Il a remarqué des détails que d'autres ont ignorés. Le meilleur exemple est sans doute sa description des explosions qui ont agité la coulée de lave à l'ouest de l'endroit où nous sommes. Elle projetait en l'air de gros amas de lave en fusion qui s'écrasaient ensuite sur le sol. Il a décrit ces bombes volcaniques comme des bousses de vache. Et aujourd'hui, le terme officiel pour ces bombes est encore bousses de vache. À l'époque, même si les observations de Jon Steingrimsson sont objectives et scientifiques, il ne voit aucune raison de les dissocier de sa foi. Il avait une vision assez complexe des éruptions. Pour lui, c'était un phénomène naturel, mais dans le sens où la volonté divine était toujours derrière. C'était Dieu qui contrôlait tout. Pour lui, rien n'échappait à l'intervention du Tout-Puissant. Si ses interprétations scientifiques sont révolutionnaires, sa vision du monde reste très traditionnelle.
Pour lui, l'éruption était un châtiment divin. Le Seigneur punissait la population pour s'être mal conduite, pour avoir enfreint la morale. Les 215 habitants qui moururent ici ne furent pas ressentis comme une perte dramatique, à l'exception des jeunes de 12 à 20 ans et des enfants, car nul ne peut prédire si, une fois parvenus à l'âge adulte, ils auraient suivi ou non le bon chemin. La vénération de Dieu et les services religieux retrouvèrent un ordre plus respectable et plus pieux. Malgré sa vision très dure de la moralité de ses paroissiens, son courage et son autorité spirituelle lui garantissent une place de choix dans les livres d'histoire. Jon Steingrimsson était un fin observateur de la nature au sens biologique du terme, mais aussi de la nature humaine. En tant que chef de file de la communauté, il avait compris que l'une de ses principales responsabilités consistait à entretenir l'espoir. En juillet, 6 semaines après le début de l'éruption, le pasteur réunit les fidèles pour la messe dominicale. Il leur demande de prier Dieu de les épargner. Tandis que la coulée de lave s'approche de plus en plus, ceux qui n'ont pas encore évacué la région placent leur avenir entre les mains du Seigneur. Dans son sermon, le pasteur teste la ferveur des membres de sa congrégation. Il déclare que seule une confiance absolue en Dieu peut les sauver. En sortant, les paroissiens sont stupéfaits. La lave s'est arrêtée à seulement quelques mètres de l'église. Dieu est intervenu pour les protéger du volcan. C'est du moins ce qu'ils croient, car la population locale ignore que la lave n'était pas la plus grande menace qui pesait sur elle. Une tragédie bien plus grande se profile à l'horizon, allant jusqu'à sérieusement ébranler la foi du pasteur Steingrimsson. Pour l'instant, le reste de l'Europe ignore encore que le Laki est entré en éruption avec des conséquences désastreuses pour tout le continent. Lors d'éruptions comme celle du Laki, le plus grand danger, ce sont les gaz volcaniques. Nous connaissons mieux les éruptions de type explosif, comme celle du Pinatubo en juin 1991. C'était la deuxième plus grosse éruption du XXe siècle. À son paroxysme, le Laki produisait la même quantité de gaz que le Pinatubo, mais tous les 3 jours. C'était donc un Pinatubo tous les 3 jours. Au total, le Laki libère 120 millions de tonnes de dioxyde de soufre, soit plus que les émissions actuelles de toutes les usines européennes réunies en 3 ans. Dans l'atmosphère humide de l'Atlantique Nord, ce dioxyde de soufre se transforme en acide sulfurique, un composé chimique mortel qui commence à être dispersé par les vents au-delà des côtes islandaises. En Angleterre, Gilbert White s'occupe de son jardin, inconscient du drame imminent. Les glaïeuls et les lys orangés à feuilles sombres commencent à fleurir. Les abeilles butinent. En temps normal, l'été est marqué par la présence d'un anticyclone sur l'Atlantique, ce qui signifie que la masse d'air au-dessus de l'Islande aurait dû se déplacer vers le nord et pousser la pollution vers les régions polaires inhabitées. Mais l'été 1783 n'est pas comme les autres. Jusqu'à récemment, c'était même le plus chaud jamais enregistré. Et cette chaleur exceptionnelle de l'été 1783 était idéale pour disséminer les émissions du Laki dans tout le nord-ouest de l'Europe. Cette année-là, l'anticyclone était plus au nord-est que d'habitude, ce qui a créé des courants en direction du sud.
Cela nous donne également des masses d'air tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à basse altitude, qui sont parfaits pour propager la pollution rejetée par le Laki dans le nord-ouest de l'Europe. Favorisé par les conditions météorologiques, un épais brouillard toxique menace de dévaster les villes et les villages du reste de l'Europe. Le mardi 10 juin, le nuage atteint Bergen. Des feuilles calcinées et de la cendre tombant du ciel. Le 16 juin, Prague. À l'ouest, le ciel est brumeux. Un brouillard sec traverse la Vltava. Le 17 juin, Berlin. Le soleil est voilé et il semble gorgé de sang. Le 18 juin, Paris. Un brouillard chaud emplit l'atmosphère. Le 20 juin, Le Havre. Un brouillard persistant qui s'élève haut dans l'atmosphère. Le 22 juin, le nuage arrive en Grande-Bretagne. Le lendemain matin, tout le continent est englouti. Le docteur Marc Bréchet a épluché des centaines de journaux de l'époque pour réunir tous les articles annonçant l'arrivée du nuage mortel en Grande-Bretagne. Il y a un article du Edinburgh Advertiser daté du 12 juillet. Le texte dit « L'épais brouillard sec nous enveloppait depuis des jours semble s'être généralisé à toute l'Europe. Plusieurs marins l'ont également observé au large. Dans la journée, il obscurcit le soleil et le soir, l'odeur est insoutenable. » C'était un phénomène très caractéristique qui semble avoir affecté tout le littoral, non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi ailleurs en Europe. C'était un brouillard si épais qu'il était impossible de prendre la mer. Les bateaux devaient rester à quai. Dans ce pays qui ne connaît pas le brouillard, nous sommes enveloppés dans l'un des plus épais que j'ai jamais vus. Nous parvenons à voir le soleil, mais pas ses rayons. Les arbres ne sont que de vagues silhouettes au loin. Au crépuscule, le soleil est rouge comme une salamandre brûlante, et à l'aube, il se lève avec la même couleur. Ce brouillard est un tel événement que tous les journaux du pays en parlent. La plupart des comtés de l'Est étaient sous l'emprise de gelées si graves qu'elles ont jauni la majeure partie des champs d'orge et d'avoine. Il n'en reste plus rien. Au XVIIIe siècle, les articles parus dans la presse de province n'avaient rien d'hyperbolique. Il n'y avait aucun sensationnalisme. Le ton était plutôt sobre et réservé. On pourrait même dire très anglais. Pourtant, on peut imaginer que les citoyens ordinaires qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait devaient être terrifiés. Certains textes mentionnent des gens tombant à genoux pour prier ou des femmes faisant des crises d'hystérie. On comprend que la peur était bien réelle, c'était la panique générale. Certains affirment que le soleil ne se lève ni ne se couche plus au même endroit. Et ils sont persuadés que le jour du jugement dernier est proche. En 1783, les journaux ne sont lus que par une élite érudite, parmi laquelle se trouve Gilbert White. Gilbert White était un pasteur du Hampshire. Il a pratiquement toujours vécu au même endroit et l'œuvre de toute sa vie fut la description minutieuse de l'histoire naturelle de Selborne. Né en 1720 et diplômé d'Oxford, White est ordonné prêtre en 1749. Mais la nature est sa véritable passion. Le naturaliste note dans son journal tout ce dont il est témoin, même les détails les plus infimes. Contrairement à bon nombre de ses contemporains, il est partisan de l'observation sur le terrain, au même titre que la collecte de spécimens.
Cela consiste en une description détaillée, systématique et continue de tout ce qui se passait à Selbourne jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pendant 25 ans. C'est donc une source d'information capitale pour l'histoire naturelle et l'écologie. Dans mes recherches, cela m'a été d'une aide précieuse, car nous avons ainsi le rapport d'un scientifique sur les événements de juin, juillet, août et septembre 1783. Vers la fin de sa vie, Gilbert White réunit toutes ses notes pour les publier sous le titre « L'histoire naturelle de Selbourne », qui devient un véritable classique. Il y décrit sa propre expérience de cette mystérieuse brume. Il raconte que l'été de l'année 1783 fut incroyable et de mauvais augure, regorgeant de phénomènes terribles. C'est très bien écrit. L'étrange brume ou brouillard épais qui enveloppa durant tant de semaines cette île et tous les pays d'Europe et d'au-delà avait une apparence des plus extraordinaires. De mémoire d'homme, on n'avait jamais rien vu de tel. Le soleil et la lune n'étaient plus que des lueurs aveugles derrière un rideau de nuages. Ils baignaient d'une lumière couleur rouille la terre et le plancher des maisons. Mais quand ils se levaient ou se couchaient, cette lumière avait la couleur du sang. C'est une description très imagée qui résume en un seul paragraphe ce que les Anglais ont vécu en juin et juillet 1783. Gilbert White ne réserve sans doute pas ses réflexions à son journal. Tout comme Jon Steingrimsson, il doit conseiller et guider une congrégation qu'il faut absolument rassurer. Pourtant, son interprétation des faits est très différente de celle du pasteur islandais. Il faisait partie de ces hommes d'église rationalistes qui étaient des érudits éclairés. Ils n'entretenaient pas l'idée d'un Dieu en colère qui punissait une société pécheresse. C'était quelqu'un qui cherchait une explication à ce qu'il observait. Et je suis persuadé qu'il disait à ses paroissiens de ne pas s'inquiéter, car tout cela s'inscrivait dans un schéma naturel, et cela n'avait rien à voir avec un Dieu vengeur. Mais plus le temps passe, plus les habitants de Selbourne ont du souci à se faire, car l'exposition prolongée à cette brume toxique commence à faire des ravages. Nous savons aujourd'hui que même en petite quantité, le dioxyde de soufre peut être mortel. Quand il entre en contact avec l'humidité présente dans les poumons, il se transforme en acide sulfurique et attaque les tissus mous, asphyxiant la victime de l'intérieur. En 1783, des villages entiers assistent impuissants à la lente agonie de nombreux habitants. Jusqu'à récemment, on ignorait presque tout des effets de la brume du Laki. Depuis 15 ans, le Dr John Grattan mène des recherches sur le sujet dans toute l'Europe. Son enquête l'a mené jusqu'en France, à Chartres plus précisément. Sur place, il a retrouvé certaines des descriptions les plus effrayantes de l'impact de la brume sur la santé humaine. Au bout de 18 jours, on comptait 40 morts. Certains disent que le brouillard qui a coloré l'été en rouge sang était un signe annonciateur. Que Dieu protège ma paroisse. Nous sommes à Chartres, car c'est le centre de la zone la plus touchée par le soufre du Laki en 1783. Ici, nous avons les villages de Impau, Brouet et Landel, dont nous savons, grâce aux archives, qu'ils ont particulièrement souffert. Les prêtres de ces paroisses décrivent la présence d'une fumée persistante, d'un brouillard soufré, et parlent d'une hécatombe parmi les paroissiens. Pour eux, le brouillard et le soufre étaient responsables de ces morts. Quand le soleil s'est obscurci, il y a eu une maladie qui provoquait d'innombrables décès.
Un curé raconte comment un tiers des hommes de sa paroisse ont été emportés dans la tombe quand le brouillard était là. On ne peut qu'imaginer ce que cela a dû être. C'est une description très frappante. Un tiers des paroissiens emportés dans la tombe. Et c'est un thème récurrent dans toute la région. Au milieu des textes qui évoquent des décès et des souffrances endurées, le Dr Grattan découvre aussi comment cette brume a semé la terreur parmi la population. Par exemple, le prêtre de Brouet décrit comment les habitants avaient si peur du brouillard et des démons qui s'y cachaient qu'ils sont venus le trouver chez lui et qu'ils l'ont littéralement traîné dehors en le forçant à enfiler ses habits ecclésiastiques pour qu'il pratique un exorcisme sur le nuage. On voit bien à quel point les gens étaient terrifiés. On ne voyait presque plus le soleil et la puanteur du soufre emplissait l'air. Ils devaient penser que les portes de l'enfer s'étaient ouvertes. Le diable allait arriver sur la terre. Pour eux, la fin du monde était proche. Ces scènes apocalyptiques mettent la France sans dessus-dessous et suscitent de nombreux articles dans les journaux. L'astronome français de Lalande a bien sûr observé ce brouillard et il a rendu compte de la psychose qu'il provoquait parmi le peuple français. Il a même écrit un article à ce sujet. Visiblement, son objectif principal était d'apaiser les craintes de la population. Dans ce texte, il explique qu'il y a déjà eu de tels brouillards, que les archives en parlent et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est juste de l'air dégagé par le sol après un printemps humide. À mon avis, les gens n'ont pas cru à son explication, car ils sentaient bien l'odeur de soufre et savaient que rien de tel ne s'était jamais produit. Au final, le taux de mortalité dans la région aurait augmenté d'environ 5%. Il est difficile d'établir des statistiques précises pour le reste du pays, car les archives françaises sur les inhumations n'ont pas été compilées comme en Angleterre. L'étape suivante de l'enquête du Dr Grattan porte sur la santé des Britanniques. Ont-ils autant souffert que les Français des conséquences du Laki ? Pour mes recherches, j'ai consulté des archives partout en Grande-Bretagne. Joseph William, ouvrier agricole, mis en terre le 27 septembre. Samuel Flinders, ouvrier agricole, mis en terre le 10 septembre. Thomas Butcher, fermier, mis en terre le 3 septembre. Ces ouvriers agricoles s'écroulaient dans les champs et mouraient. On peut comparer avec la pollution actuelle pour les gens qui font un travail manuel pénible en extérieur. Le corps a physiologiquement beaucoup de mal à supporter la mauvaise qualité de l'air, les fortes températures et la fatigue physique. Les registres paroissiaux que j'ai consultés parlent de gens dans la force de l'âge qui sont morts pendant l'été. Mais le nom des victimes ne suffit pas. John Grattan cherche à mettre en évidence une hausse très nette de la mortalité, signe d'une crise exceptionnelle. Je tenais absolument à établir des statistiques précises et j'ai eu la chance de tomber sur une base de données sur la démographie en Angleterre. J'ai même pu la commander sous la forme d'un CD-ROM qui ne m'a coûté que 12 livres sterling. C'était une affaire. Il est arrivé par la poste et je l'ai mis dans mon ordinateur sans beaucoup d'espoir. Puis, j'en ai fait un graphique et là, j'en suis resté bouche bée. Mes poils se sont hérissés. Sous mes yeux, j'avais la preuve qu'il s'était passé quelque chose de très étrange à l'été 1783. Pour trouver encore plus d'indices, John Grattan concentre ses travaux sur les registres funéraires du Bedfordshire, particulièrement bien conservés. Dans une paroisse comme celle de Malden, on peut s'attendre à enregistrer 4 ou 5 décès au cours d'un été normal. Mais à l'été 1783, il y a eu 70 morts. 23 morts à Cranfield, au lieu de 6 en temps normal. À Antill, c'est 11 au lieu de 5. Et si l'on additionne les chiffres de toutes les paroisses, le total est impressionnant. Les preuves réunies par John Grattan sont corroborées par un témoin de l'époque, le célèbre poète britannique William Cowper. Il a vu de ses yeux les conséquences de la brume mortelle du Laki sur ses concitoyens.
Si nombreux sont ceux indisposés par la fièvre dans ce pays que les fermiers ont du mal à rentrer leurs récoltes. Presque chaque jour, des ouvriers agricoles sont ramenés des champs, incapables de travailler, et beaucoup succombent. Dans le comté du Bedfordshire, le taux de mortalité a doublé à l'automne 1783. Les chiffres pourraient nous laisser penser que le Bedfordshire était un cas à part. Mais si on va plus au sud, dans le Lincolnshire, à Grimsby ou Hull, jusque dans le Leicestershire, le Norfolk, le Middlesex, le Surrey et le Kent, on constate les mêmes hausses de mortalité. Et les décès ne se limitent pas à quelques dizaines de cas. Bientôt, ils se comptent en centaines, en milliers, et même en dizaines de milliers. Au total, le Dr John Grattan estime que la brume mortelle du Laki a tué 23 000 Britanniques au cours de l'été 1783. Qui plus est, ces décès ont lieu en août et en septembre, une saison d'abondance où traditionnellement la mortalité est la plus faible. Le nuage toxique stagne au-dessus de l'Europe pendant juillet et août. Mais cet été-là, ce n'est pas la seule calamité qui s'abat sur les Européens. Tout le continent est victime d'orages particulièrement violents. Avant 1783, les journaux ne publiaient pas de bulletins météorologiques. Mais d'un coup, cette année-là, la météo est si étrange qu'elle fait l'objet d'articles dans la presse, surtout fin septembre. À partir d'octobre, il y en a moins, mais cela montre le caractère extraordinaire de cet épisode. Depuis peu, il semble y avoir une perturbation quasi universelle de la nature. Toute l'Europe est agitée de convulsions inhabituelles. Les orages qui ont éclaté au cours de l'été 1783 semblent d'une exceptionnelle intensité, avec des pluies torrentielles, des crues subites, la chute de grêlons suffisamment gros pour tuer du bétail et des éclairs comme les gens n'en avaient jamais vu. Mardi dernier, il y a eu un gigantesque orage, avec des éclairs, du tonnerre, de la pluie et de la grêle. Un équipage de 4 chevaux était sur la route pendant l'orage, et en un instant, un éclair a tué 2 des 4 bêtes. De nombreux récits semblent établir un lien entre la brume et les orages. Les gens pensaient que ce brouillard chaud avait provoqué une accumulation d'énergie dans l'atmosphère, ce qui s'était traduit par les éclairs et le tonnerre. C'est ce qu'on peut lire dans les journaux de l'époque. À l'automne, le nuage responsable de tant de morts se dissipe enfin, et les Britanniques peuvent de nouveau respirer. Mais la réaction en chaîne provoquée par le Laki est loin d'être terminée. Tandis que l'automne cède la place à l'hiver, les températures enregistrent une chute vertigineuse. Le Laki a émis une immense quantité de dioxyde de soufre dans la troposphère, la partie basse de l'atmosphère, et plus haut, dans la stratosphère. En atteignant la stratosphère, ces émissions ont subi une réaction chimique pour former des gouttelettes d'acide sulfurique qui ont réverbéré la lumière du Soleil vers l'espace, au lieu de la laisser descendre jusqu'au sol. Dans ce cas, on constate un refroidissement de la surface terrestre pendant plusieurs années. L'hiver 1783 est non seulement exceptionnellement froid, il est aussi très long. Comme le reste, les moindres détails de ces conditions météorologiques inhabituelles sont soigneusement notés par Gilbert White. 13 février. Ce soir, c'est le 28e jour de gel. 4 avril au nord, en bordure du champ, la neige arrive à la hauteur du ventre d'un cheval. 22 avril, le printemps accuse un retard hors du commun. Cet hiver-là est l'un des plus rigoureux depuis 250 ans.
en Grande-Bretagne, il fait 8000 morts de plus que les autres années. Quand le printemps arrive enfin, la fonte des neiges provoque des inondations dramatiques dans toute l'Europe. À Francfort, la maison de Goethe est victime de la montée des eaux. Sa mère écrit « Nous avons ici des inondations terribles. Au moment où j'écris ces lignes, ma cave est toujours pleine d'eau et des barques circulent dans les rues. Dans les quartiers les plus bas, l'eau est montée jusqu'au premier étage. » Après la décrue, l'Europe peut enfin s'atteler à sa reconstruction et se relever de cette catastrophe. Pourtant, 1500 km plus loin, dans l'Atlantique Nord, la vie des Islandais va prendre un tour encore plus dramatique. Quand l'éruption du Laki prend fin en février 1784, elle a rejeté 8 millions de tonnes de fluorite, un minerai hautement toxique. Mélangée à de la cendre volcanique, elle est retombée sur les terres, où elle a été ingérée par les animaux d'élevage. La fluorite tue ainsi 80% des moutons d'Islande et plus de la moitié des vaches et des chevaux. Après avoir survécu au réveil du volcan, les Islandais commencent alors à mourir de faim. Le régime alimentaire des Islandais a changé. Ils se sont mis à faire bouillir des peaux de bêtes juste pour avoir quelques éléments nutritifs. Ils en sont même arrivés à prendre les pages en cuir des livres pour les faire bouillir. Ils espéraient en tirer quelque chose d'un peu nourrissant. Jon Steingrimsson écrit « Ceux qui n'avaient pas de provisions assez anciennes et assez saines pour supporter cette période de pestilence ont atrocement souffert. Leur corps est devenu bouffi. L'intérieur de leur bouche, leurs gencives, ont gonflé et se sont craquelés, provoquant de vives douleurs et des rages de dents. Il arrivait que 6, 8, voire 10 cadavres soient entassés dans la même tombe. » Et le châtiment divin frappe Jon Steingrimsson plus intimement qu'il ne le pensait. Son épouse, depuis 38 ans, Þórunn Annesdóttir, est victime de la famine, et sa mort plonge le pasteur dans une profonde dépression. J'ai été accablé par le mal-être et les insomnies qui ont suscité des pensées funestes en moi et toutes sortes de tentations. La période de l'automne 1784 au printemps 1785 fut la plus sombre de toute ma vie. Quand j'ai perdu ma merveilleuse épouse, tout s'est effondré autour de moi. L'épouse du pasteur est l'une des 10 000 victimes des conséquences de l'éruption du Laki, ce qui représente un quart de la population. C'est un épisode majeur de l'histoire islandaise, qui hante toujours la mémoire collective. Aujourd'hui encore, on enseigne aux écoliers l'histoire de Jon Steingrimsson et de ses sermons enfiévrés qui ont galvanisé ses paroissiens et leur ont permis de survivre à cette terrible épreuve. Mais jusqu'à récemment, on savait peu de choses sur la brume meurtrière qui, pendant des mois, a enveloppé la Grande-Bretagne et l'Europe, faisant des milliers de morts. On ignorait tout des violents orages d'été qui ont ravagé les récoltes et les troupeaux, faisant la une des journaux de tout le continent. Et personne ne se souvenait de l'hiver interminable et implacable qui a fait encore plus de morts. Les conséquences meurtrières de l'éruption du Laki semblaient tout simplement avoir été oubliées. Contrairement à l'Islande, le paysage britannique n'a gardé aucune séquelle de cet événement tragique. Une fois que la brume s'est levée, il n'y avait aucune trace physique de sa présence pendant des mois. Et l'histoire n'a pas gardé en mémoire le nom des victimes.
Les journaux de l'époque ne s'attachaient qu'aux problèmes des plus fortunés et se souciaient peu des ouvriers agricoles morts à la tâche. À l'époque, personne ne savait que le Laki, à des milliers de kilomètres, était responsable du drame. Et le plus inquiétant, c'est que l'Europe n'est pas plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a 230 ans. On pourrait croire qu'en raison de son insularité, la Grande-Bretagne est à l'abri des effets des éruptions volcaniques. Mais la vérité est qu'à l'avenir, quand une autre éruption se produira, celle du Laki deviendra célèbre. La prochaine sera gigantesque et touchera des millions de gens. Si la société a changé, la nature est restée la même. Au cours du siècle dernier, la société occidentale a connu une transformation qui l'a immunisée contre la plupart des catastrophes que la nature peut lui faire subir. Quand il s'agit d'événements relativement modestes ou à court terme, comme des sécheresses ou des pluies abondantes, la société peut faire face. En revanche, ce qu'elle ne sait pas gérer, ce sont les événements extrêmes comme le tsunami de l'océan Indien ou l'ouragan Katrina. Comparé aux autres catastrophes auxquelles la Grande-Bretagne est confrontée, comme les inondations ou les tempêtes, les risques d'ouragan ou de séisme sont faibles. En revanche, elle est indirectement menacée par une activité volcanique en Islande. C'est sans doute la plus grande source potentielle d'une nouvelle catastrophe. Nous ne savons pas quand la prochaine aura lieu, mais elle aura lieu, c'est certain. Si le vent souffle dans la mauvaise direction, des nuages de cendres et d'acide sulfurique venus d'Islande pourraient balayer la Grande-Bretagne. Et là, le monde nous demandera « Mais pourquoi ne nous avez-vous jamais parlé de ces éruptions ?»